Bonjour à tous, bienvenue à tous, donc bienvenue dans cette première vidéo. Donc je suis content de vous voir, donc likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Donc c'est la première vidéo que je fais sous ce format court, donc j'espère que ça va aller et que c'est ok. Donc n'hésitez pas à me suggérer vos idées. Donc pour commencer, j'avais peur de me disperser en démarrant cette chaîne parce que j'ai beaucoup de connaissances et des fois j'ai du mal à... Pour moi ça semble logique, mais pas pour tout le monde, donc je compte sur vous, faites-moi confiance, on va y aller étape par étape pour que vous puissiez intégrer toutes les notions que je vais vous amener au fur et à mesure de cette chaîne. Donc je prévois de faire une vidéo théorie avec une question générale et après une prochaine vidéo d'exercice pratique concret par rapport à la question posée précédemment. Et ça, je le ferai, je pense, à chaque fois. Ok. Donc, comme première question, j'ai choisi aujourd'hui le psoas, c'est un muscle poubelle vraiment. Donc le psoas, c'est un muscle que certains d'entre vous ont écouté, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Et le psoas, en réalité, personne n'a conscience de ce qu'il représente et son réelle importance dans la biomécanique générale. Et donc avec vous, je vais revoir un peu en revue l'anatomie, etc. Et aussi, surtout, comment l'intégrer dans une étiologie, c'est-à-dire une cause de cause. Okay, et aussi... Le fait de comprendre que malgré tout, le psoas, c'est pas un muscle comme un autre. Donc, le psoas, c'est un muscle poubelle vraiment. Pourquoi? Parce que souvent, on a des ostéos, des kinés qui nous disent que c'est un muscle poubelle. Si vous voulez mon avis, vous me demandez mon avis, je pense que la nature qui a tout créé, métaphore, je prends une cuillère à café, toute simple, et je mets de l'ADN dedans. Et cette cuillère à café d'ADN, elle contient plus d'informations que toutes les bibliothèques du monde réunies. Donc si le corps a gardé quelque chose dans son matériel génétique, que ça soit un gène qui ne s'exprime pas, il est là quand même, que ça soit Tu vois ce que je veux dire? C'est que rien ne sert à rien dans le corps. C'est ça que je veux vous dire. Donc il n'y a rien de poubelle dans le corps, à proprement parler. C'est que le corps, il est binaire. Toujours gain-perte. Parasympathique, sympathique, nerf trijumeau, nerf vague. On est toujours sur des trucs binaires. Motoneurone alpha, motoneurone gamma, on est toujours sur des systèmes binaires qui sont par essence instables et donc on aura toujours un système qui tentera de remplacer l'autre, sachant que l'hypoactivité dans le corps n'existe pas réellement. C'est que quand quelque chose ne marche pas, c'est que quelque chose marche trop ailleurs. Il y a toujours une hyperactivité. Cette notion d'hyperactivité, elle va être essentielle pour comprendre le rôle du psoas dans la biomécanique humaine d'une manière générale. C'est que le psoas, c'est vraiment le muscle de la dynamique pelvienne par essence. Et le bassin, on sait qu'on est sur un carrefour postural, et on fera une vidéo exclusivement sur le bassin, je pense, parce que on est sur le carrefour postural, on a toutes les chaînes myofaciales et neurophysiologiques, ascendantes et descendantes, qui montent et qui descendent, qui passent dans le bassin. Et donc je vous ferai une vidéo avec les chaînes musculaires du bassin, et comment on peut essayer de démêler ça avec des tests orthopédiques que vous allez réussir à faire seul, en totale autonomie ou sur vos patients si vous êtes un thérapeute manuel comme moi. Okay, donc le psoas, pour commencer, les Indiens disaient que c'était le muscle de l'âme. Donc on est bien loin du muscle poubelle communément admis par cette médecine moderne qui n'a de moderne que son nom, si ce n'est que c'est une bonne médecine de garage. Donc c'est une bonne médecine qui s'est cassée, on répare. On n'est pas sur une médecine intégrative de restauration de fonction par l'environnement, d'autorégénération, sachant que le gène ne s'exprime que par son environnement et que si ça merde, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a rien qui se crée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une raison à tout. C'est ça l'étiologie, c'est la cause de la cause. Okay, donc le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Et les Indiens pensaient que le psoas était le muscle de l'âme, ils pensaient que l'âme était dans le ventre. Et ça va être super intéressant. Donc le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Il s'accroche dans l'aine et il va s'accrocher au niveau du dos. Et il traverse comme ça. Donc le psoas, c'est un fléchisseur de hanche. Et un fléchisseur de hanche, qu'est-ce que c'est? C'est le muscle qui fait tout simplement que je fléchis ma hanche. Donc tout le monde comprend, voilà, flexion de hanche, tout simplement. D'accord? Il y a 3 fléchisseurs de hanche. Le psoas, le droit antérieur. Donc le droit antérieur, vous avez sur l'avant de votre cuisse le quadriceps. C'est le droit antérieur, c'est le seul qui est un fléchisseur de hanche. Il traverse la hanche et il monte super haut en réalité. Plus haut qu'on le pense d'ailleurs. Et vous avez le carré des lombes. D'accord?
Et le carré des lombes, c'est les lombaires. Donc, tout le monde sait les lombaires, hein, où c'est, ok. Et donc quand on dit j'ai mal au dos, j'ai mal aux lombaires, non, non. Les lombaires, le carré des lombes, c'est pas le dos, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Et ça, c'est capital à comprendre. C'est qu'on est toujours sur le ventre. On est toujours sur la même sphère, la sphère pelvienne. D'accord? Donc un psoas qui merde, c'est forcément un droit antérieur qui prend dans sa gueule, un carré des lombes qui prend dans sa gueule. Donc c'est la chaîne entière de la flexion de hanche qui va merder. Donc le psoas, c'est un fléchisseur de hanche, comme on l'a dit, mais c'est aussi un rotateur de hanche. Il va faire une rotation de la hanche. Okay, donc il va bloquer un psoas qui a merdé, parce qu'il est hyperactif, il va bloquer la hanche, il va verrouiller la hanche. Donc le psoas, il est super, 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 super important pour comprendre comment une hanche fonctionne. Et la hanche, c'est le gros problème de nos sociétés en réalité. C'est que ce n'est pas le dos, le mal du siècle. On devrait plutôt avoir des écoles de la hanche plutôt que des écoles du dos. C'est que la hanche, je suis désolé, c'est déjà le dos. Parce qu'on est sur un complexe articulaire interdépendant, le complexe lombo-pelvifémoral, hanche, pelvis, rachis lombaire, interconnecté. Une hanche qui a merdé, c'est un bas du dos qui se cambre trop. Une hanche qui a merdé, c'est une hanche qui va passer en arrière. Donc on a une perte d'extension de hanche et le bas du dos va chercher à être une hanche et on va avoir une hyperlordose lombaire. C'est-à-dire qu'on va trop se cambrer. Et ça, on le verra dans une vidéo suivante, exclusivement sur le bassin et la dynamique pelvienne pour que vous arrivez, et vous allez réussir à me suivre, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Donc le psoas, on a le grand psoas et le petit psoas. Donc il y a des gens qui n'ont pas, on n'est pas anatomiquement tout à fait, on n'est pas les mêmes anatomiquement. Il y a certaines personnes, j'ai oublié le pourcentage, hein, mais on ne voulait pas, qui n'ont pas de petit psoas. Okay, donc le psoas, il marche bien sûr avec l'iliaque. Donc on est sur un couple de force. Donc le psoas et l'iliaque sont des antagonistes fonctionnels. D'accord? Le psoas, il est lordosant et délordosant. Je me cambre, je me décambre, je me cambre, je me décambre. D'accord? Antéversion, rétroversion. Et c'est le psoas qui s'occupe vraiment de la lordose. Ok? D'accord? Et donc le psoas et l'iliaque, donc psoas iliaque ou iliopsoas. Donc maintenant c'est iliopsoas. Psoas iliaque, en termes de terminologie, ça ne se dit plus. C'est comme orthosympathique, maintenant c'est sympathique. D'accord? Il y a d'autres choses comme ça. Et le multifide aussi, avant c'était autre chose. Donc il y a d'autres choses comme ça. Ok? Donc là j'ai une petite maquette où vous voyez bien le psoas. Donc le psoas, il est ici sur le tendon, il monte. Là vous avez l'iliaque. Bon, là en vrai il continue. Hein. Et vous voyez qu'il va marcher avec le fessier. Parce que le psoas et le fessier partagent les mêmes fibres profondes. Donc vous êtes toujours sur un couple de force. Agoniste-antagoniste. D'accord? Donc quand le psoas merde aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 solutions. Ah non, je vais... Ok. Donc, revenons-en un petit peu à ce que je disais au début. C'est une métaphore que je vais vous faire. Donc, essayez de me suivre. Donc, imaginons que je suis là, tranquille. Il y a quelqu'un qui vient, qui me coupe mon bras avec un katana. Imaginons. Mon réflexe, c'est quoi? Je me mets en boule. Je me protège. D'accord. Imaginons qu'il y a une bombe ou quelque chose qui explose à côté de moi. Un bruit, quelque chose qui me met en stupéfaction, Mon réflexe, si je ne sais pas, si je sens un danger, mon réflexe, c'est que je me mets en boule. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on a ce réflexe archaïque de la position fétale en termes de danger s'il y a un danger. Et c'est le psoas qui fait ce réflexe archaïque de protection du ventre. Et pourquoi le ventre? Donc vous voyez que dans le cerveau, on a des milliards de neurones. Il est déjà protégé par la boîte crânienne, on l'espère, la tête dure. On a le cœur, des milliers de neurones, il est déjà protégé donc, par la cage thoracique. Et forcément, on a l'intestin, 200 millions de neurones, l'intelligence d'un chat ou d'un chien. On est sur le centre des réflexes autonomes, on est sur la préservation de la vie organique. Et on est sur le gardien. Et si tu veux, on est sur... si tu veux, le psoas, ça reste le gardien de l'intégrité biologique. C'est ça que je veux vous dire. Parce que le psoas va protéger ce ventre avec ce réflexe. Donc pour vous donner la capacité, pour vous donner une échelle de valeur de l'intelligence du ventre en termes d'intelligence, ok,
Quand vous savez, je suis amoureux, j'ai des papillons dans le ventre, je suis en colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le ventre, etc. Avoir la boule au ventre, toutes ces expressions. C'est que le ventre, c'est vraiment, il y a un côté émotion indéniable. D'accord? Vous me suivez? Ok? Et bien, si tu veux, le chien le plus intelligent du monde, qui est capable de retenir le plus de nombre de mots, c'est le border collie, avec quelque chose comme 1000 mots. Donc imagine l'intelligence d'un ventre, en termes de réponse de signaux, sachant que le ventre va parler jusqu'avec le cerveau. Donc on a le ventre, qui est aussi appelé le cerveau abdominopelvien ou le cerveau entérique. Et donc on a le cerveau crânien. Donc le cerveau crânien, il y a une étroite relation entre le cerveau crânien et le cerveau abdominopelvien, mais le cerveau abdominopelvien peut vivre sans le cerveau crânien. L'inverse n'est pas possible. Et ça, c'est essentiel. Donc le psoas, c'est un muscle qui est là pour nous rappeler que nous sommes beaucoup plus sensoriels que psychologiques. Et que la logique, c'est trop long et donc potentiellement trop dangereux. Donc on rajoute le fait que le muscle est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière et qu'un psoas qui merde, forcément, c'est un fessier qui merde avec. C'est des fléchisseurs de hanches qui prennent derrière. On a une déstabilisation de tout le bassin. Et donc on a une torsion pelvienne. Le bassin, il est tordu et c'est pas physiologique. C'est pas une histoire de symétrie. C'est une histoire d'asymétrie positionnelle ou de mobilité. Donc ça, je vous ferai une vidéo de posturologie en vous expliquant vraiment toutes les interrelations articulaires, les schémas compensatoires au niveau articulaire, particulièrement au niveau du bassin, mais aussi on fera les étages supérieurs. Donc le psoas, il est relié directement par une connexion anatomique directe au diaphragme, qui fait que je respire. Et le psoas, il fait des points de côté. Okay, et le diaphragme, il est connecté par l'intermédiaire d'un fascia au transverse. Donc, on les entend, les kinésithérapeutes, je les connais trop, qui viennent nous dire « Oui, le psoas, il a bon dos, le psoas. » Donc oui, bien que traiter le psoas seul est insuffisant au vu de son environnement anatomique, on va quand même prendre en compte que c'est très important ce que je vais vous dire. C'est le muscle qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite. C'est-à-dire qu'un psoas qui a merdé, on n'est pas sur un muscle comme un autre, on est sur un muscle qui est hyper réactif. D'accord? Et un psoas qui a merdé, c'est pas juste un psoas qui fait mal, une tendinite du psoas, toutes ces conneries, d'accord? C'est surtout une pubalgie. Et ça, on fera une vidéo sur la pubalgie, les amis, il n'y a pas le choix avec le bassin. Il faut bien comprendre que la pubalgie possède 5 formes. Donc la pubalgie, contrairement à ce que les kinés, les ostéos répandent, ce n'est pas une pathologie uniquement de sportifs, c'est une pathologie de monsieur et madame tout le monde, et c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée, sous-évaluée, et personne, ou presque, ne semble être au courant que la forme psoas est une des formes de pubalgie, et que la pubalgie est multipathologique, par essence, parce qu'on est sur un carrefour postural où tout passe, et donc on a des schémas compensatoires qui se mettent en cascade, avec des points triggers en cascade, des inhibitions motrices en cascade, et vu qu'on a des interrelations articulaires hanche-épaule, épaule-cou, en genou, genou-pied, tu vois, épaule-coude, épaule-main, coup-de-main, on sait qu'on va avoir tous des schémas qui ne sont pas totalement les mêmes chez nous, parce qu'on n'a pas tous le même morphotype prédisposant, mais le résultat c'est le même, on a une torsion pelvienne, et donc s'il y a une forme psoas, peut-être ou pas, il y a une forme adducteur, peut-être ou pas, il y a une forme conflit de hanche, peut-être ou pas, il y a une forme hernie inguinale, peut-être ou pas, il y a une forme arthropathie pubienne. Et si on a une forme adducteur, on risque d'avoir un verrouillage pubien défaillant, etc. Et surtout, s'il y a une forme psoas, on risque d'avoir un retard de contraction du transverse. Donc on a des indicateurs cliniques qui sont les mêmes, qu'on soit en périnéalogie ou en pubalgie. Et donc, c'est pour ça que la pubalgie et le bassin, je vais vraiment revenir dessus assez régulièrement, parce que le centre de l'équilibre humain, il est au-dessus du nombril. Et ça en est sur The Core. Et The Core, c'est le modèle de Panjabi. Et le modèle de Panjabi, c'est système nerveux central, forme closer, c'est-à-dire le système ostéo-articulaire, okay, et force closer, le système musculo-squelettique. Et la machine primaire de la vie, qu'est-ce que c'est?
c'est l'appareil locomoteur. Et donc, si je ne peux pas bouger correctement, je ne peux pas fonctionner correctement. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, le psoas, comme on l'a dit, c'est que s'il y a un danger, je vais partir en cacahuète. Et qu'il va se mettre en mode défense et il va tordre le bassin, il va verrouiller une hanche. Donc le psoas, il assure le centrage de la tête fémorale. Donc, je vais vous montrer une maquette que tout le monde comprenne. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite maquette. Okay. Donc le psoas, il va vraiment centrer la tête fémorale. Donc un psoas qui a merdé, il va tirer la tête fémorale en avant, il va la déporter. Et donc elle va frotter et on va avoir ce qu'on appelle de l'arthrose. Donc plutôt que de penser que le souci c'est l'arthrose, le souci plutôt, c'est le centrage articulaire. Le psoas, il assure ce centrage articulaire et le centrage articulaire, c'est pas un concept nébuleux. C'est que l'articulation doit être centrée. Sinon, elle va être en contrainte et on est sur un système autocontrait, on va le payer de tous les côtés. Donc le psoas, il est fatidique dans le centrage de la hanche. C'est pour ça que vous avez beaucoup de prothèses de hanche. Je crois que c'est 140 000 prothèses de hanche par an, si j'ai une bonne mémoire en France. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal parce que le problème, c'est pas le cartilage. Le problème, c'est que le système, il subit une contrainte. Et c'est l'inflammation que l'arthrose génère. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de nerf dans le cartilage d'une hanche, donc de l'acétabulaire, si j'ai bonne mémoire, c'est comme ça qu'on dit. Des fois, ça peut m'arriver de faire des petites erreurs. Et il n'y a pas de cartilage non plus. Dans le cartilage des articulaires, il n'y a pas d'innervation dans le cartilage des articulaires postérieurs. Ça veut dire qu'il est insensible à la pression et techniquement, il ne peut pas être douloureux. Donc le problème, c'est pas ce qu'on voit, parce que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. D'accord? Donc vraiment, le psoas, il est essentiel pour assurer la stabilité de tout le dos, parce qu'il va équilibrer le bassin. Et donc un bassin qui est déséquilibré, c'est tout l'équilibre sagittal, lordo-cervical, syphose dorsale, lordose lombaire, qui en pâtira. Et autant une syphose dorsale qui se majore, elle va entretenir une hyperlordose lombaire, autant une hyperlordose lombaire va entretenir une syphose dorsale qui se majore. Et le psoas va faire en sorte qu'on peut plus se pencher en arrière. Donc on a une perte d'extension, en fait. Et souvent, le psoas, il va faire en sorte aussi indirectement que les ischios vont se rétracter. D'accord? Parce qu'il va asphyxier le fessier, il va empêcher le fessier de s'activer et il va faire ce qu'on appelle une amnésie des fessiers. D'accord? Et pour en revenir avec quand je parlais de connexion avec le diaphragme il est connecté par l'intermédiaire d'un transverse, d'un fascia au transverse. Et le transverse, on est sur le muscle qui tapisse le ventre. Et ça, c'est essentiel. Je lève mon bras, je bouge mon pied. Le premier muscle qui se contracte, c'est le transverse dans le ventre. Il se contracte avec le périnée et il se contracte avec le multifide. Synergique périnée-transverse. Il y a une synergie périnée-transverse-multifide. Et ces trois-là, quand ils se coordonnent, ils assurent l'ajustement postural anticipateur. Donc un psoas qui a merdé, c'est un ajustement postural anticipateur qui a potentiellement merdé, ou qui va potentiellement merder si rien n'est fait. Parce qu'un psoas qui est trop raide, il va empêcher la bascule du sacrum. Le psoas, en fait, il peut faire des sciatiques tronquées, des fausses sciatiques. Donc souvent on entend des gens dire oui, c'est une sciatique. Non, c'est un psoas qui va asphyxier le fessier, etc. Les deux en même temps, de toute façon c'est toujours les deux en même temps, ça va faire une fausse sciatique. Le psoas, il va faire des douleurs secondaires aux épaules et au cou, vu qu'il va tordre la hanche, elle va avoir l'air d'être plus haute, mais en vrai elle est plus en avant. Donc on a une fausse jambe courte à cause du psoas potentiellement, et un défaut du pied amortisseur. Ça veut dire qu'on va venir taper sur le talon, et le pied va perdre cet instinct de rebondir, il va devenir feignant. Et donc les barorécepteurs du pied vont finir par merder avec. D'accord? Donc on fera une vidéo, vous en faites pas, uniquement sur le pied, puis une autre vidéo avec des exercices du pied, etc. Vous avez compris un peu comment je compte faire fonctionner cette chaîne. Ok? Donc vraiment, le psoas, il est tellement important que s'il bloque cette colonne vertébrale, il va carrément... Autant il va... il faire une hyperlordose lombaire, autant il peut engrainer
l'ischio-jambier se rétracter, tirer sur le bas de la colonne et donc effacer la lordose lombaire. Donc il faut une merde totale. Donc on peut avoir ce qu'on appelle un faux dos plat. Et la hanche va merder, ça va faire merder l'épaule au-dessus, donc ça va s'enrouler et il va pousser la tête en avant. Donc le psoas va tirer le bassin en arrière, mettre les genoux en hyper-extension. Et donc le bassin est totalement déséquilibré, la tête va se pousser en avant pour se mettre au-dessus du bassin. Et on va avoir une rectitude cervicale, un cou droit, une perte de lordose physiologique au niveau cervical. Et on va toujours regarder le cou, mais le cou, c'est le terminus du circuit. Le souci, c'est les membres inférieurs. La gravité, elle vient d'en haut, la tension, elle monte. Donc il faut penser en termes de modèle de tenségrité biologique, c'est-à-dire la répartition globale de toutes les tensions. Vous en faites pas, je vous ferai un petit cours sur la tenségrité biologique. Et prendre en compte qu'on bosse en termes de chaîne et pas en termes segmentaires, en termes locaux. Les vieux ostéopathes anglais, que j'aime beaucoup citer, j'aime beaucoup les anglais en termes, les anglophones d'une manière générale en termes de livres médicaux et de pensée aussi, même si les Français on a des subtilités qu'ils n'ont pas. Je pense notamment à René Bourdiol ou Henri Jaricot qui ont inventé le terme de dermalgie réflexe ou encore d'organisation par rapport à on verra les dermalgies réflexes. Et ouais, tout ça pour vous dire que le psoas, il met une merde totale, vous comprenez l'idée. C'est que le bassin, c'est le châssis, les hanches, c'est les suspensions, et franchement, le psoas, il fait une catastrophe parce qu'il déstabilise tous les étages. Donc un problème qui a l'air d'être que sur un cou, ça peut venir, ou des trapèzes, ça peut être un psoas. Parce que on a ce qu'on appelle le syndrome croisé inférieur, qui en réalité est une forme de pubalgie. Forme psoas. Donc on a un ventre faible, des fessiers faibles, le psoas il est inhibé, il n'arrive plus à s'activer parce qu'il est plus perçu correctement par le cerveau. Donc il y a une perte de lien fonctionnel, d'accord. Et vu qu'il est inhibé, la tension elle monte dans les érecteurs du rachis. Comme le psoas n'assure plus ce rôle de stabilisation, ça monte derrière, hop, chaîne d'extension, et les érecteurs du rachis, c'est les muscles qui font que je tombe pas en avant. Donc la tension elle monte et je finis par m'enrouler, ma tête qui part en avant, le cou qui devient instable parce que la cage thoracique s'enraidit et la mâchoire se serre. Donc le psoas, il est super important parce qu'il est ultra sensible, hyper réactif. On est dans des sociétés où on est assis et la position assise, c'est du poison pour le psoas. Quand on s'assoit, le fessier, il s'atrophie, il manque d'oxygène en fait, hein. Il est asphyxié un peu. Et le psoas aussi. Le psoas, il est en position raccourcie. Il finit par fatiguer, par s'asphyxier aussi. Il faut qu'il y ait du mouvement. Donc il n'y a pas de faux mouvement. Le faux mouvement n'existe pas. Ce qui pose souci, c'est le manque de variation de mouvement. Ce qui pose souci, c'est les mêmes postures prolongées. Parce qu'on a besoin de mouvement pour que les nutriments fonctionnent, pour que ça communique, quoi, qu'il y ait du transfert cellulaire, de l'oxygénation, que le sang ne stagne pas, qu'on n'ait pas de dépôt de métabolites acides et donc de suractivité musculaire qui entraîne ce dépôt suivi de cette perte de feedback neurologique parce que le terrain n'est plus le même en termes du pH. D'accord? Donc je vous ferai une vidéo évidemment sur la fonction musculaire. Et je pense que celle-là, je l'appellerai Où sont les musclologues? D'accord? Donc le psoas, on pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler longtemps. Donc le psoas, on pourrait en parler longtemps. C'est un muscle qui n'est pas comme un autre. Le psoas, il a 3 points trigger. Donc il a un point trigger qui est à 1 pouce du nombril. Vous mettez 1 pouce, il a 1 pouce du nombril, d'accord? Au niveau, pas loin de la aorte abdominale. Il a un point trigger dans le tendon, dans l'aine, d'accord? Et il a un point trigger dans le bas-ventre, en fait, d'accord? Et donc le psoas, si vous savez que vous êtes dessus quand vous le massez, donc on fera une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera exercice, étirement, massage et exercice de reconditionnement pour le psoas spécifiquement. Donc vous allez savoir que vous êtes dessus quand vous massez parce qu'il va irradier, il va projeter à distance ou dans le dos, il peut projeter dans l'aine, il peut projeter dans le diaphragme en irradiation, en douleur, il peut projeter dans le côté opposé. D'accord? Donc le psoas, c'est une douleur très particulière,
Surtout le tendon, il a un côté très neuropathique, comme une aiguille de feu, d'accord, ce tendon du psoas. Donc on peut entendre que 2 ressauts de hanche dans une hanche, 2 ressauts de tendon dans une hanche. Si c'est l'extérieur de la cuisse que vous entendez un clic, c'est le tendon du TFL, du tenseur du fascia lata. Si c'est en rotation interne, dans l'aine en fait, hein, c'est le tendon ou rotation externe, vous avez compris quoi. Dans l'aine, si vous entendez un bruit sourd dans l'aine qui retentit, c'est le tendon du psoas. Et tout ce qu'ils savent faire quand c'est comme ça, c'est une ténotomie, c'est-à-dire on allonge le tendon. Donc le tendon, on est sur une zone qui est, on a tendon, myotendineux, moitié muscle, moitié tendon et muscle. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent la partie moitié tendon, moitié muscle pour faire en sorte que le muscle se relâche. D'accord? Donc quand le tendon est tendu, pour que le muscle se contracte, le tendon il sort. Donc le tendon il a une gaine. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. D'accord? Et donc le tendon, c'est pas un bout de bois. Et on fera une vidéo spécifique, tendon, étirement, etc., tendinite. Ok? Parce que le tendon, on est sur un no man's land. Donc pour vous montrer à quel point le psoas il est spécial, je vais vous faire une dernière métaphore pour clore cette vidéo. Imaginons que je suis une gazelle, je fais une belle gazelle, hein. Et je suis dans la savane, et là je me mets à gambader, je me mets à gambader, je me mets à gambader. Et il y a un lion qui vient, qui m'attaque. Mon réflexe c'est quoi? Je me mets en tétanie, bam, tétanie, ultra rigide, je suis une pierre pour protéger mes organes, mon ossature, etc. Et donc ce qui est profond chez moi, en termes, ok? Survie. Et il y a des hyènes qui viennent faire fuir le lion. Et là je suis tout seul, mais moi je suis toujours comme un bout de bois, je suis ultra raide. Et la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tremble, elle tremble, elle tremble, elle tremble, parce qu'elle voit que le danger est passé. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décharge son système nerveux autonome. Et nous, en tant qu'humains, on n'a pas accès à cette zone très primitive de notre cerveau. On n'arrive pas à décharger notre système nerveux autonome comme un animal, parce qu'on a été conditionné dans cette société à ne pas écouter nos émotions, comme si nos émotions n'étaient pas fiables, alors qu'elles sont ultra fiables. C'est que nos émotions sont fiables. On peut les regarder avec du recul, parce que l'hypervigilance, on est en dissociation cognitive, donc la réalité, elle est subjective, mais elle est réelle. Pour le tronc cérébral, le nerf trijumeau, etc. C'est réel, en fait, une sensation, même si elle est imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Et du coup, c'est notre excès d'intelligence, entre guillemets, qui nous empêche de décharger notre système nerveux autonome. Et le psoas, c'est là qu'il joue un rôle majeur, c'est qu'on est sur quelque chose de très primitif, de très animal. Et l'homme n'est qu'un animal qui parle. D'accord? Et donc, il n'y a pas la nature et l'homme. Nature, étymologiquement, ça veut dire naissance. C'est l'homme fait partie de la nature. Donc, dans la chaîne alimentaire, l'homme, il est au niveau de l'anchois. Je le rappelle, hein, pour certains qui se croient malins. D'accord? Donc, il faut reconsidérer notre place dans le monde du vivant par le fait qu'on a des réactions réflexes automatiques similaires à des animaux. Parce qu'on est des animaux. Des animaux qui parlent, qui ont cette forme de langage. D'ailleurs, on a un gène qui s'exprime pour exprimer ce discours complexe que les singes ont, sauf que nous, le gène s'exprime, mais les chimpanzés ont ce même gène du discours complexe. D'accord? Et c'est super intéressant. Et on fera on fera quelque chose, une vidéo au niveau génétique, je pense. C'est important, vous savez, c'est pour ça que je finis dessus. Il faut recontextualiser l'homme dans sa place. Et si le corps fait quelque chose, c'est qu'il a ses bonnes raisons. Et s'il a perçu un danger trop long et ou trop intense, il sait faire qu'une chose, le combat ou la fuite. Il essaye de combattre, il voit qu'il ne peut pas gagner la partie, il essaye de fuir. Il voit qu'il ne peut pas fuir, qu'est-ce qu'il fait? Il se paralyse, il fait une déconnexion, il fait une dissociation. Le cerveau, il a la capacité de s'auto-anesthésier et de se dissocier, de se dire « ça ne fait plus partie de moi ».
cette zone ne fait plus partie de moi. Et donc le membre initial n'est plus perçu correctement par le cortex et le muscle s'inhibe. Il passe en mode faiblesse de protection, en mode protection, je n'existe pas, laisse-moi pas. En attendant que le danger passe, je me mets en défense. Mais le souci, c'est que consciemment, on ne peut pas dire c'est bon, le danger est passé. Le langage du corps, n'en déplaise, ce n'est pas la chimie de synthèse de merde, c'est la sensation. C'est la sensation. Et on ne soigne pas du vivant avec du mort. Et donc le médicament, il n'est pas perçu comme réellement vivant pour accéder aux parties les plus primitives de notre cerveau. Et donc je vous invite à acheter mon livre ou le télécharger sur Amazon. Je vous invite à acheter mes articles scientifiques qui ont été publiés sur Hegel. Donc c'est une revue qui était anciennement hébergée par le CNRS. Donc il y a 2 revues. Donc je vous ai mis les liens en description pour ceux que ça intéresse. Donc je vous conseillerais 2 ouvrages pour le psoas. Je vous conseillerais celui-là de Eva Nozar, Exercice pour le psoas. Donc c'est un chiropracteur de Chicago avec qui j'ai déjà parlé par mail. Je vous conseillerais, on n'y penserait pas comme ça, mais la méthode TRE de David Berceli, qui s'est beaucoup inspiré du travail de Peter Levine. Donc David Berceli faisait les programmes pour les soldats américains pendant la guerre d'Irak. Et du coup, on parle du psoas en termes de traumatisme. Peu importe, qu'il soit physique ou psycho-émotionnel, c'est pareil en fait. C'est que le traumatisme, qu'il soit physique ou psycho-émotionnel, n'est pas vécu comme une expérience globale, mais comme une expérience fragmentaire qui se stocke dans la zone somatosensorielle, donc la zone du toucher, du cerveau, sous forme fragmentaire. C'est-à-dire qu'on encaisse, on stocke, et quand on ne peut plus, on craque. Et ça, c'est le syndrome général d'adaptation. Une phase d'alarme, une phase de résistance, une phase d'épuisement, et on assiste à un effondrement physiologique. Et le psoas là-dedans, il a un rôle majeur à jouer, sachant que les muscles et les fascias constituent les interfaces mécaniques des structures nerveuses. Et donc, par rapport à la phrase que je vous disais tout à l'heure de Irving Corr, qui était les bases de l'ostéopathie, l'appareil locomoteur, c'est la machine primaire de la vie. Et donc le psoas, il bloque tous les systèmes. Il bloque la respiration, danger, clac, 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 ajustement postural anticipateur, et c'est fini. Donc ce qui bloque une hanche en premier, on l'a dit, c'est le psoas et les ischio-jambiers. Donc je vous montrerai comment désengager un psoas dans la vidéo suivante. Comment le désengager de son environnement en essayant de travailler un peu plus local, en se rappelant ce que les ostéopathes anglais disaient, parce que j'ai oublié mais je viens de m'en rappeler, que si on veut traiter le problème primaire, il faut traiter le problème secondaire. Et se résolvera de lui-même, ce problème primaire. Et donc l'erreur que beaucoup de thérapeutes font, c'est de toujours rester global et de ne pas faire de segmentation globale. On regarde tout étage par étage, et sans oublier l'essentiel. On va finir sur cette conclusion. Le psoas n'est pas un muscle comme un autre. Il est là pour nous rappeler qu'on est beaucoup plus sensoriel que psychologique. Et qu'on est des animaux. Et donc on possède des réactions réflexes automatiques similaires. Et donc le psoas, il entretient cet état d'hypervigilance et de danger. Moi, en consultation, j'ai rarement vu des psoas fonctionner correctement. Même si les gens viennent pour le dos au départ, ou même si c'est une épaule ou un cou, j'ai rarement vu un psoas de manière physiologique qui n'est pas hypoextensible, qui n'est pas en raidie. Et même si c'est pour une pathologie des membres supérieurs, stabiliser le bassin, faire en sorte que rien ne nous empêche de prendre de l'extension, de nous auto-agrandir, ça sera toujours bénéfique parce que la tension elle monte, la gravité vient d'en haut, donc le fait d'équilibrer les membres inférieurs, ça sera toujours bénéfique pour n'importe quelle pathologie des membres supérieurs. Et même autrement, plus ça fonctionne correctement, moins il y a de dépenses énergétiques, et donc plus il y a d'oxygène pour le cerveau, moins il y a de stress, et donc plus il y a de dépenses, plus il y a d'énergie pour résoudre les potentiels vrais problèmes ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est sur un système autocontreint, où la tension reste dans le système,
où le système il est optimisé pour la fuite ou pour le combat ou l'attaque. Et si le corps il pense qu'il y a un danger, même si s'il doit passer par la paralysie d'une fonction neuromotrice pour survivre, il va le faire. Il s'en fout de la logique. Il ne voit pas plus loin que maintenant tout de suite. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas revenir dans le présent. Parce que on est sur un souci de transfert cellulaire et de synchronicité. Il y a un souci de coordination. Donc on a un souci entre l'espace et le temps. Donc je vous expliquerai ça ultérieurement par rapport à cet état de dissociation, comme si je me regardais derrière une caméra. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que voilà, il y a un souci après dans l'espace, on ne sait plus où est quoi, qui fait partie de quoi, quand il y a une douleur. Ok? Donc voilà, on va finir dessus. Et j'espère que vous avez assimilé l'essentiel. Je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.